retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de M. Makanera Ibrahima Sori, juriste, Jean-Jacques Arthur Malou, journaliste, et Jean-Marie Bitomo, éditorialiste d'Africa 24. Juste avant la pause, nous parlions donc de ce référendum constitutionnel au Burundi. Les électeurs donc se sont rendus aux urnes ce jeudi et à présent, le Burundi attend donc les résultats de ce scrutin. Jean-Marie Bitomo, vous vouliez réagir au propos de M. Makanera Ibrahima Sori? Je voulais tout simplement dire que ce que M. Makanera est en train d'exposer, si vous voulez, le droit, c'est quelque chose de logique. Le droit dérive de la volonté d'un peuple. Généralement, si vous voulez, bon, ça part de nos assemblées nationales en tant que telles. Comme il le disait tout à l'heure, M. Nabourema, quand vous avez vos textes qui ne sont pas respectés par les personnes, c'est-à-dire c'est un vivre ensemble, en fait, comme il le disait tout à l'heure, on se retrouve un peu dans le cadre de ressources. Une constitution, c'est un contrat social qui est passé entre, comment dirais-je, les individus et ce texte-là. Et aucun individu n'est censé être au-dessus, si vous voulez, du texte en tant que tel. La Constitution est au-dessus de tous les individus. Parce que l'État, si vous voulez, l'État est permanent, alors que les individus sont censés passer par là. Et dès que vous avez un individu qui ne respecte pas, si vous voulez, cette règle-là, qui est une règle fondamentale, malgré les objectifs dont parlait M. Napoléon tout à l'heure, à savoir l'objectif de la démocratie et de la bonne gouvernance. Mais ces objectifs-là, si nous-mêmes nous piétinons, c'est-à-dire la loi qui est votée par nos différents peuples en Afrique, où allons-nous? C'est-à-dire, ça voudrait dire que chaque individu qui viendra va triturer, si vous voulez, la Constitution à son bénéfice uniquement, mais sans regarder, si vous voulez, les bienfaits que ce texte-là, quelles sont les retombées vis-à-vis des populations en tant que telles. Et c'est ça qui est dommageable en Afrique. Jean-Jacques Arthur Malou. S'agissant donc toujours de cette révision constitutionnelle, à quoi faut-il s'attendre? L'opposition dit de son côté que le pouvoir a tout fait pour que le oui l'emporte. Donc là, des résultats sans surprise. Bien évidemment, on ne peut pas dire que c'est le suspense est insoutenable. On sait ce que ça va donner, bien évidemment, et ça sera la porte ouverte à toutes sortes de violences. Et le Burundi a navigué dans les eaux boueuses de la violence depuis quelques années. Par moments, ça monte, ça redescend. Et il y a bien évidemment des morts qui rythment le quotidien des Burundais. Et je crains que la situation ne prenne une tournure beaucoup plus dangereuse dans les prochaines semaines. Une tournure qui va être une tournure dictatoriale qui est en train de se dessiner devant nous, tout simplement. Regardez un président de la République, M. Nkurunziza, il va faire un match de football. On lui prend le ballon et il emprisonne, comment dirais-je, les gens parce qu'on lui a pris le ballon, si vous voulez, en train de jouer au foot. Mais ça, c'est une autocratie qui ne dit pas son nom en Afrique. Ça, c'est inadmissible. Alors, on se demanderait si ce monsieur n'est pas pris par la folie. On sait ce qu'est un individu qui est en pleine possession de sa faculté mentale peut raisonner comme ça. Mais ce que j'ai constaté, dans beaucoup de pays africains, nous avons les brigands de la République à la place des présidents de la République. C'est ça le problème. Le brigandage, c'est quoi? Ils viennent se jeter sur les institutions, qui le torturent, qui le modèlent en leur façon. Et pour parler... parler aussi un peu, pour terminer ce que je disais concernant nos dirigeants, disant que ce sont ces brigands de la République les causes profondes de nos malheurs, mais si vous êtes dans votre pays, votre objectif est de piller votre pays à ciel ouvert. Comme on le dit, on ne lave pas le poisson dans le lac dans lequel on l'a pêché. Vous prenez tous vos biens, vous l'amenez chez les autres. Ces gens-là savent que vous êtes des voleurs, des brigands internationaux, mais vous allez les craindre. Ils peuvent vous faire de vous ce qu'ils veulent parce que vous avez peur que vos biens qui sont cachés chez eux soient attaqués parce qu'ils savent beaucoup de choses sur vous. Donc, je pense que le peuple africain doit se sortir de cette situation de manipulation. Quand ces dictateurs veulent arriver à leur fin, ils crient au colonialisme, alors que le vrai problème, c'est eux. Tout peuple libre aujourd'hui a déjà payé le prix de sa liberté hier. Il appartient à cette génération africaine de se libérer de nouveaux colonisateurs. Parce que pour moi, le colon n'a changé que de couleur. On est encore colonisé. Tout autre chose à présent. Place tout de suite à notre grand angle. Le mobile banking, une aventure commencée au milieu des années 2000
au Kenya. 10 ans après, on dénombre 222 millions d'utilisateurs sur le continent africain. Un marché aujourd'hui très lucratif qui pourrait générer plus de 1,5 milliard de dollars l'an prochain. Marcel Farba-Maroun revient sur cet essor du mobile banking. Les paiements mobiles sont en pleine progression dans l'espace de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Selon Minette Libom Lilikeng, ministre camerounaise des Postes et Télécommunications, le segment de la mobile money a enregistré un total de 98 millions de transactions pour un montant total de 1631 milliards de francs CFA durant l'exercice 2017. Le dynamisme, on constate dans le segment du mobile money découle en fait de ce que ce service est venu apporter que n'avaient pas les populations avec le système bancaire traditionnel. Vous savez, le mobile money, vous pouvez retirer de petites sommes sans avoir véritablement à payer des frais d'entretien de compte comme ça se fait dans les banques traditionnelles. Et le mobile money permet de résoudre des problèmes de petites factures, que ce soit retirer de l'argent pour du taxi ou alors payer une facture d'électricité, ou encore ça peut me mettre pour l'école des enfants. Cette dynamique a été boostée en grande partie grâce au Cameroun, qui totalise à lui seul 39% des transactions financières via la téléphonie mobile, soit quelques 38,2 millions de transactions sur les 98 millions enregistrés. Hormis au Tchad et en République centrafricaine, il est possible de payer sa facture d'électricité via un téléphone mobile. Les factures d'eau ne sont payables via le mobile money qu'au Cameroun. Cependant, ce ne sont que les clients de quelques agences de la Camerounaise des eaux qui bénéficient de ce service. Dans un rapport couvrant la période 2011-2016, la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, indique également que les transactions par paiement mobile ont plus que doublé entre les années 2017 et 2016. Selon l'institution, les dépôts en espèces de la clientèle dans les points de vente ont atteint 735 milliards de francs CFA en 2016, dont 663 milliards pour le segment de la mobile money. Alors, le continent compte aujourd'hui 277 millions de comptes de mobile money. Jean-Jacques Arthur Malou, est-ce que le mobile banking est en train de supplanter finalement les banques traditionnelles? Déjà, les banques traditionnelles occupent une place importante au cœur du système financier africain, mais il faut dire que le taux de bancarisation est généralement très faible. Donc il y a toujours, même s'il y a le système bancaire traditionnel, il y a toujours de la marge pour le mobile banking qui fait partie, bien évidemment, des outils modernes dont les Africains s'équipent. L'Afrique a fait un bond spectaculaire sur ces plans-là parce qu'on sait que la nouvelle révolution du numérique permet justement de faire un bond sans passer par les phases habituelles de développement. Donc c'est plutôt une bonne chose si c'est utilisé à bon escient. J'espère tout au moins qu'il y a peu de fraude. En tout cas, on essaye de minimiser ça. Makanera Ibrahima Sori. La chose qu'il faut quand même signaler, c'est que d'habitude, tout nous vient de l'extérieur. Et là, cette fois-ci, cette révolution a pris racine en Afrique, au Kenya. C'était juste une institution, c'était une expérimentation qui a donné naissance à ce paiement par mobile. C'est-à-dire qu'il y avait une institution de microcrédit qui travaillait avec Vodafone, une filiale d'un opérateur téléphonique anglaise. Mais c'était uniquement pour permettre aux bénéficiaires de microcrédit de payer de rembourser leur crédit. Petit à petit, les utilisateurs eux-mêmes ont commencé à détourner ce système de sa destination initiale. Ils ont commencé à transférer des crédits au lieu d'envoyer de l'argent ou à se payer des services entre eux. Il y avait 500 personnes qui étaient là-dedans. Cela est à souligner. C'est là que l'opérateur Vodafone a vu maintenant tout ce que ce système pouvait engendré comme intérêt financier. Donc cela était à souligner que c'est une invention quand même qui vient de même si ce n'est pas nous qui avons inventé le téléphone. Maintenant, ce sont les Noirs qui ont inventé le téléphone. D'accord, très bien. C'est un Noir qui a inventé le téléphone portable il y a 40 ans de cela.
Alors, pour terminer sur ça, le taux de bancarisation très faible, mais je pense que le paiement mobile a de beaux jours devant lui parce que le taux de bancarisation est très faible. Surtout, l'économie africaine, Afrique du Sud du Sahara, est trop informelle. La part de l'informel dépasse la part du formel. Et l'informel et l'activité bancaire ne font pas bon ménage. La banque veut savoir combien tu gagnes, quelle est ta fiche de paye, est-ce que tu es embauché à durée déterminée ou indéterminée. Tout ça. Alors que le paiement mobile n'a pas ces contraintes. Et là, pour que la vapeur se renverse, il faudrait quand même que l'Afrique passe à grande échelle à l'utilisation des cartes bancaires, ce qui supposerait l'installation des distributeurs de billets partout comme ici. Et je pense qu'on est très loin de ça. C'est ce qui me fait croire que le paiement par mobile a quand même de beaux jours. Alors quand même, est-ce que le mobile banking pardonnez-moi, peut résister aussi à la concurrence des banques traditionnelles parce qu'on voit quand même ces dernières années que les banques aussi essayent de s'adapter à cette modernité? On a une double problématique. La problématique, si vous voulez, du mobile banking, c'est essentiellement lié à l'informel dont M. Makourima en a parlé tout à l'heure. Maintenant, pour financer les investissements en Afrique, je sais que le troisième sujet, nous viendrons là. Vous ne pouvez pas financer, c'est ce dont nous avons besoin en Afrique. Vous ne pouvez pas financer les investissements, c'est-à-dire pouvoir mettre des fonds de côté de manière durable pour pouvoir financer nos développements. C'est-à-dire, nous disons toujours sur ce plateau que l'Afrique a toujours besoin, comment on dirait, des fonds extérieurs pour pouvoir investir. Il faudrait qu'il y ait une nouvelle dynamique pour restructurer ce domaine-là, sortir de cette informalisation-là, même si le marché reste formel, M. Nakourima, c'est-à-dire que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Tout simplement pourquoi? Parce que quand on regarde nos populations, vous avez pratiquement 80% des populations qui sont des populations qui vivent, c'est-à-dire de l'agriculture en tant que telle. Donc ce sont des petites sommes qui circulent. Mais maintenant, il faudrait structurer, si vous voulez, ce domaine-là de manière différente. Et pour répondre à votre question, Zara, c'est-à-dire, nous avons une nouvelle révolution. Cette nouvelle révolution-là, c'est elle qui est en train de détrôner les banques traditionnelles. Mais les banques essayent, elles aussi, de s'adapter. Les banques essayent de s'adapter, mais maintenant, il faut regarder les choses sur le long terme. Ne faisons pas seulement un constat. Que faut-il? Comment faut-il restructurer le système pour qu'il soit bénéfique au développement de l'Afrique en tant que tel? Moi, ce sont ces questions-là qui m'intéressent, pas tout simplement que nous fassions le constat que ça monte. Ah, mais c'est quand même une question qui se pose, Jean-Marie. Oui, c'est une question qui se pose, je suis d'accord, Zara, c'est une question qui se pose. Mais maintenant, il faut se poser des questions de fond. C'est une question, pour moi, si vous voulez, factuelle. Pour moi, ça, c'est factuel. Mais maintenant, comment est-ce que nous faisons pour structurer ça, pour que ce soit beaucoup plus bénéfique à l'Afrique en tant que tel? Donc, le taux de bancarisation dont nous avons parlé tout à l'heure là. S'il y a aussi la notion de distance culturelle dont je parle. Nous, les Africains, nous sommes, c'est-à-dire tous sur ce plateau, nous savons tout ce qu'on appelle les tontines. L'Africain a, si vous voulez, confiance à son voisin qu'il connaît, donc à travers ces tontines-là, pendant un certain temps, ça a contribué au financement de certaines micro-industries en Afrique, de microfinancement en tant que tel. Jean-Jacques, les choses différemment. Arthur Malou, un nouveau système de bancarisation, finalement, que ce mobile banking. Pour autant, est-ce qu'il permet une intégration véritable à l'économie informelle des nouveaux acteurs? Je ne pense pas que ce soit la solution à l'intégration de l'économie informelle dans le formel. Bien évidemment, c'est un pas dans la bonne direction, mais pour que l'économie informelle soit vraiment formalisée, on va dire, il faut que l'État ait le contrôle de ce qui se fait véritablement sur l'ensemble du territoire. Or, généralement, les États africains sont dotés d'administrations qui ne sont pas solide et finalement il y a plein de transactions qui échappent au contrôle de l'État. C'est ça le problème. Et généralement aussi on n'arrive pas à mesurer l'ampleur de l'informel dans les économies africaines alors que c'est au cœur du système. Vous savez, c'est estimé dans certains pays comme en Afrique de l'Ouest, on pense que l'emploi créé, les 80%, l'étude très très dense qui avait été menée par les Nations Unies, comment dirais-je, beaucoup d'organisations internationales, y compris un certain nombre de banques africaines, en 2014,
disait que les 80% dans certains pays, surtout en Afrique de l'Ouest, les 80% des emplois étaient créés par le secteur informel. Mais le problème, il est difficile de chasser l'informel en Afrique pour deux principales raisons, à mon humble avis. Premièrement, pour sortir les gens de l'informel, il faut que l'État leur propose quelque chose. Sortir de l'informel, ça suppose qu'on va payer l'impôt, ça suppose qu'on a des droits à payer. Mais quelle est cette contrepartie que l'État propose à ceux qui vont rentrer dans le secteur formel? Un. Deuxièmement, le fonctionnement de nos institutions même empêche à ce que les acteurs de la vie économique intègrent le secteur formel, tout simplement parce que ces individus, en tout cas chez moi en Guinée c'est comme ça, vous devez 1 milliard de dollars au fisc. L'agent qui vient, il vous demande de lui donner 100 millions de francs guinéens, l'affaire est réglée. Donc l'administration elle-même n'a pas, en tout cas les agents de l'administration n'ont pas intérêt à ce que l'économie soit formalisée, sinon ils seront empêchés de faire. C'est-à-dire aujourd'hui chez nous, il y a un système un fonctionnaire des impôts, tout près de chez moi, on ne me l'a pas dit, 18 immeubles en duplex, tout un quartier. On appelle le monsieur Kabila, alors qu'un ministre guinéen gagne seulement 1200 €. Il a des écoles, un simple travailleur des impôts. Il y a un autre qui a été mis en place par le ministre chargé des investissements en Guinée. On parle une seule opération, un certain Macky Sakamara, une seule opération, 800 000 €. Je suis d'accord avec vous. Ce sont ces gens-là chez nous, ce sont les gouvernants qui refusent qu'on transite de l'informel vers le formel. Parce que ça ne les arrange pas. Là, nous sommes tout à fait d'accord là-dessus, Zara. Le problème, c'est quoi? Quand vous allez dans les administrations africaines généralement, on veut normer, c'est-à-dire normaliser, c'est-à-dire nos administrations. Que se passe-t-il? Moi, ce sont des expériences que j'ai vécues ici et là. Que se passe-t-il quand vous avez des organisations internationales qui arrivent pour essayer de poser une architecture efficace pour pouvoir collecter l'impôt dans un État? Que se passe-t-il? Dès que vous avez les gens qui sont venus mettre le système en place, ce système-là est contourné d'une manière ou d'une autre parce que ça profite à des individus de manière personnelle. En Afrique, nous avons complètement oublié, c'est-à-dire l'essence de notre société qui est le collectif avant tout. L'individualisme méthodologique occidental, nous sommes tellement rentrés là-dedans les yeux fermés que les Africains oublient que à chaque fois que vous progressez à travers des synergies qui sont faites dans la collectivité, au sein de la collectivité. Et quand nous voyons très très bien ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, quand vous avez les individus, la diaspora, regardez comment fonctionnent les diasporas d'Afrique de l'Ouest et tout, ces gens-là, si vous voulez, fonctionnent dans cette collectivité-là. C'est ce que je dis souvent, on est venu nous imposer le capitalisme en Afrique en tant que tel. L'Africain, si vous voulez, ne fonctionne pas dans l'individualisme méthodologique économique qui est imposé aux Africains en tant que tel. L'Africain va fonctionner au sein d'une collectivité. Les tontines ont démontré leur efficacité en Afrique. Jean-Jacques Arthur Malou-Malou. Alors moi ça me fait toujours sourire cette remarque sur la pseudo-solidarité des Africains et à l'inverse, les Européens seraient individualistes. Parce qu'en Afrique, il existe les chaînes de solidarité, c'est vrai. Mais ici aussi, il y a des chaînes de solidarité organisées par les États et imposées aux citoyens. À mon avis, c'est ça la seule différence. Et en Afrique, il y a la solidarité, mais elle est plutôt informelle. Merci beaucoup à tous les trois pour ce décryptage. Une courte pause. Restez avec nous. À tout de suite.